Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Gaumont. Bonjour, je suis Cindy Marcoux. Nous sommes toutes les deux infirmières cliniciennes à la clinique de sclérose en plaques des Laurentides. Bonjour, Dr. Julie Prévost, neurologue, directrice de la clinique de sclérose en plaques des Laurentides. Cette présentation se veut une introduction sur les données probantes scientifiques en sclérose en plaques sur l'allaitement et la grossesse. C'est basé également sur des recommandations d'experts. N'hésitez pas d'aborder la discussion avec votre équipe soignante pour une prise en charge globale personnalisée. La sclérose en plaques, SP, est la maladie auto-immune du système immunitaire la plus fréquente chez les jeunes adultes. Elle est le plus souvent diagnostiquée chez de jeunes adultes âgés de 20 à 49 ans. Elle affecte en majorité les femmes, souvent en âge de procréer. Les femmes sont 3 fois plus susceptibles d'être atteintes de cette maladie que les hommes. La planification de la famille et la prise en charge de la grossesse sont des aspects fondamentaux des soins offerts aux personnes atteintes de sclérose en plaques. Voici quelques informations utiles en ce qui concerne la planification familiale. Un diagnostic de sclérose en plaques entraîne plusieurs questionnements quant à la perspective d'avoir des enfants, notamment en lien avec la possibilité de transmettre la maladie. Pour la population générale, le risque de sclérose en plaques est de 0,1 à 0,2 %. La sclérose en plaques n'est pas une maladie héréditaire. Toutefois, une certaine susceptibilité génétique augmente légèrement le risque de la développer. Le risque de sclérose en plaques pour les enfants d'une personne atteinte de cette maladie est faible puisqu'il varie de 3 à 5 %. Pour les jumeaux monozygotes ou identiques, il est plus élevé à 20 et 30 %, alors que pour les jumeaux dizygotes ou non identiques, il est plus de 3 à 7 %. Le risque de sclérose en plaques pour la fratrie est de 2 à 3 %. Notez qu'il n'y a pas d'impact négatif de la maladie sur la grossesse et vice-versa. La sclérose en plaques n'a pas d'impact également sur la fertilité. Il est important d'amorcer la discussion sur la planification de la famille le plus tôt possible, idéalement au moment du diagnostic, afin de choisir adéquatement le traitement de la sclérose en plaques et d'ajuster la prise en charge globale, et ce, autant chez la femme que chez l'homme. Il y a certains effets tératogènes possibles à considérer selon le type de traitement. Aussi, il y a certains délais recommandés à prévoir avant la conception et certains traitements. D'où l'importance de prévoir une stratégie en termes de contraception et de planification familiale. La communication avec l'équipe traitante est primordiale durant tout le processus. Un rendez-vous de suivi est à prévoir durant la grossesse en prévision d'une possible reprise de traitement en postpartum. La stabilité de la maladie en prépartum, idéalement 1 an, est un facteur à considérer lors de la planification de la grossesse et un objectif à atteindre. Le risque de rebond en postpartum est plus élevé si la maladie est active en prépartum dans l'année avant la conception, d'où l'importance de bien stabiliser la maladie. L'étude canadienne CanPreg, qui regroupe plusieurs cliniques de sclérose en plaques au Canada, a démontré l'importance de stabiliser la maladie avant la grossesse. Également, l'étude de cohorte française a démontré que l'impact des traitements modificateurs de la maladie est très important sur le risque de rechute en postpartum. Certains médicaments qui séquestrent les lymphocytes augmentent le risque de pousser en postpartum, alors que d'autres traitements à longue durée d'action ont un effet de stabilisateur de la maladie autant pendant et après la grossesse, comme les anticorps monoclonaux. Voici quelques informations utiles en ce qui concerne les effets de la grossesse sur le corps. Plusieurs changements hormonaux s'opèrent en grossesse. Ces modifications ont un certain effet protecteur sur la maladie. Le système immunitaire devenant plus tolérant et moins pro-inflammatoire durant la grossesse. Il y a une perte rapide de cet état en postpartum. L'importance de reprise de traitement en postpartum pour diminuer le risque de pousser est également un objectif à atteindre, étant donné le risque accru de pousser 3 à 6 mois après l'accouchement si aucun traitement n'est repris.
Tout comme dans la population générale, quelques conseils peuvent être donnés aux femmes atteintes de sclérose en plaques en âge de procréer. Il est recommandé d'éviter l'alcool et le tabac. Il est également recommandé de prendre des vitamines prénatales incluant l'acide folique. Il est primordial de valider avec l'équipe de soins, neurologue, infirmière, pharmacien, si les médicaments prescrits sont sécuritaires lors de votre grossesse. La prise de vitamine D est également à poursuivre, sachant qu'il y a une association entre la déficience de la vitamine D et le risque de développer la maladie. La gestion de l'énergie et du sommeil est tout aussi importante. Les femmes atteintes de sclérose en plaques déclarent se sentir plus fatiguées lorsqu'elles sont enceintes. Certains de leurs symptômes de sclérose en plaques peuvent s'aggraver et être augmentés en raison de facteurs confondants tels que la perte d'énergie, la fatigue, l'insomnie. Finalement, il est encouragé de poursuivre l'exercice physique et de maintenir une mise à jour vaccinale. Les lignes directrices actuelles n'ont pas mis en évidence d'effets tératogènes de l'imagerie par résonance magnétique. Cependant, il est prudent de l'utiliser seulement lorsque l'examen entraîne un bénéfice significatif pour la patiente. Par contre, le gadolinium, colorant utilisé en IRM, est contre-indiqué. Nous n'aborderons pas en détail les traitements de la sclérose en plaques car il est très important d'en parler avec votre médecin traitant dès l'annonce du diagnostic pour avoir une approche individualisée. Comme par exemple, la plupart des médicaments oraux ne peuvent pas être pris en grossesse ou pendant l'allaitement, alors que les médicaments injectables peuvent parfois être pris jusqu'à la conception et même pendant la grossesse selon la sévérité de la maladie. Pour ce qui est de l'allaitement, il faut en discuter avec votre équipe traitante, mais sachez que certains traitements peuvent être sécuritaires pendant l'allaitement. Certains médicaments utilisés dans le traitement des symptômes de la sclérose en plaques entraînent un risque accru chez la femme enceinte ou qui allaite, car ils pourraient avoir des effets nuisibles chez le fœtus ou le bébé. Abordons les poussées pendant la grossesse. Les corticostéroïdes à haute dose constituent le traitement standard des poussées en sclérose en plaques même en grossesse. Par contre, l'administration de corticostéroïdes devrait se limiter aux poussées sévères lors d'une grossesse ou allaitement, car il y a certains risques chez le bébé. Bien qu'il ne semble pas augmenter globalement le risque de malformation, une certaine incertitude persiste quant à une potentielle augmentation du risque de fente palatine, et ce, en lien avec leur utilisation, surtout au premier trimestre, ainsi que de petits poids à la naissance, surtout avec une utilisation répétée des corticostéroïdes. Le bénéfice de traiter doit donc être plus grand que le risque possible associé à la prise de corticostéroïdes. En ce qui concerne l'accouchement, sachez que l'épidurale est sécuritaire en sclérose en plaques comme dans la population générale. La sclérose en plaques n'augmente pas le risque de complications néonatales ou maternelles en lien avec la grossesse et l'accouchement. Notez qu'aucune augmentation du risque de grossesse ectopique, de malformation fœtale, d'avortement spontané ou de prématurité n'est liée à la maladie. Sachez qu'il existe certaines ressources pouvant vous accompagner dans la prise en charge des situations suivantes. Pour la conservation de l'énergie dans la prise en charge de la fatigue, pour la physiothérapie du plancher pelvien pour traiter les symptômes urinaires tels que les vesies neurogènes qui peuvent s'être aggravés durant la grossesse, pour la physiothérapie pour traiter la spasticité ainsi que les troubles de l'équilibre et de la marche pouvant s'être aggravés en postpartum. Pour le dépistage et le traitement des troubles de l'humeur, une étude démontre une incidence élevée du trouble de santé mentale chez les femmes atteintes de SP durant la grossesse et après l'accouchement. Il existe de nombreux bienfaits généraux sur la santé de la mère et du nourrisson en ce qui concerne l'allaitement. L'Organisation mondiale de la santé recommande un allaitement exclusif pendant au moins 6 mois et la poursuite de l'allaitement, en plus des aliments solides, jusqu'à 2 ans ou plus longtemps. Nous sommes conscients que l'allaitement n'est pas toujours possible pour toutes les personnes atteintes de sclérose en plaques. C'est pourquoi il est des plus importants d'en discuter avec votre équipe traitante. L'important est de choisir l'option qui convient le mieux à votre santé et au bien-être de votre bébé.
Il y a certaines études scientifiques qui ont démontré que l'allaitement réduit le risque de rebond en postpartum chez les patientes atteintes de sclérose en plaques. L'allaitement exclusif réduit le risque, qui a été démontré dans une étude publiée dans le JAMA par nos collègues canadiens, comparativement à l'allaitement non exclusif. Certains traitements de la sclérose en plaques sont sécuritaires pendant l'allaitement. Il est donc primordial de rester en contact avec les membres de l'équipe traitante et de les tenir informés. L'équilibre entre le contrôle de la maladie, la santé de la mère et le bien-être du bébé est au centre de nos préoccupations. En conclusion, rappelez-vous que le risque de transmission de la sclérose en plaques d'un parent à un enfant est très faible. La recherche nous permet d'avoir des données rassurantes quant à la planification familiale. Ceci nous permet de mieux planifier la grossesse en considération avec l'exposition à différents traitements. La sclérose en plaques n'a pas d'impact négatif sur la fertilité, la grossesse, le développement de l'enfant et l'accouchement. La communication avec l'équipe traitante, neurologue, infirmière, médecin de famille, gynécologue, est primordiale durant tout le processus, avant, pendant et après. Nous espérons que cette petite vidéo vous sera utile et vous permettra d'aborder la discussion avec votre équipe traitante.